Bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode. Le design de service n'est pas récent, mais ces derniers mois, il y a de plus en plus d'articles et de vidéos sur le sujet. Alors, pour bien comprendre ce qu'est le design de service, j'ai demandé à Aurélien Béguet de nous donner la meilleure définition, à quoi ça sert, quelle est la différence avec l'UX design, comment mettre en place le design de service dans une entreprise et quelle est sa vision. Et encore plein d'autres questions intéressantes. Allez, on commence cette interview et je vous souhaite une très bonne écoute. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Je voudrais tous vous remercier d'écouter Design Plus car c'est vraiment super ce qui arrive en ce moment. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast sur votre plateforme d'écoute, à réagir sur la page LinkedIn et sur la page Instagram. Ça me fait vraiment très plaisir de lire vos réactions, vos partages et vos commentaires sympas. D'ailleurs, n'oubliez pas que sur Spotify, dans chaque épisode de la saison 4, 5 et au-delà, vous pouvez répondre à un sondage et à une question. Et que prochainement, je vais proposer de plus en plus de contenu original sur Instagram et LinkedIn. Alors, allez vite vous abonner. Et une bonne nouvelle sur Apple Podcast, Design Plus a dépassé les 2000 abonnés. Sur Spotify, on arrive bientôt à 1500 et les nombres d'écoutes explosent chaque mois. Je voudrais aussi remercier toutes celles et ceux qui prennent le temps de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas que c'est super important pour le podcast que vous le fassiez pour faire monter ce podcast dans les classements. Et bientôt, je prendrai le temps de lire les commentaires de ces plateformes. Et pour terminer, aujourd'hui, je recherche activement un sponsor pour faire grandir ce podcast, acheter du matériel de meilleure qualité, faire appel à un sound designer, etc. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose de m'écrire à lgdesignuxui@gmail.com. Bien entendu, vous retrouvez cette adresse dans la description de chaque épisode. Et pour continuer à partager avec vous des interviews riches et inspirantes, on démarre tout de suite cet épisode sur le design de service. Bonjour à tous et bonjour Aurélien, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien et toi ? Je te remercie, oui, très bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Aurélien Béguet et nous allons parler de design de service. Est-ce que tout d'abord, tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Aurélien, auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît? Bonjour à toutes et à tous, du coup Aurélien Béguet, je suis fondateur et CEO de l'agence de design de service Atrium, une agence de design sur Marseille que j'ai fondée il y a plus de 6 ans. Je suis designer de formation, designer de service plus exactement, et ça sera un peu le sujet du jour. Moi j'ai fait un parcours en diplôme supérieur d'art appliqué avec une formation événementielle. Donc c'est, on va dire, à ce moment-là où j'ai un peu pris conscience de tout ce qui est parcours utilisateur à travers des scénographies, muséographies. Et ensuite, je me suis spécialisé en design, innovation et société, donc en master sur Nîmes, le master 10, sur justement comment le design peut avoir un impact sur nos sociétés et sur les entreprises. Et c'est à la suite, on va dire même pendant ces études en fait que j'ai lancé l'agence sur Marseille. D'accord, super. Pourquoi voulais-tu aborder aujourd'hui le sujet du service design, Aurélien? Du coup, déjà dans un premier temps, parce que c'était pas trop visible sur ton podcast, et du coup, je me suis dit c'est un bon sujet pour pouvoir échanger avec toi sur cette thématique-là. Surtout qu'en plus, on
on est dans une phase un petit peu de transformation où, enfin, on voit hein, que on est de plus en plus sur des utilisateurs. On parle beaucoup du UX design avec l'expérience utilisateur de différents produits ou services qu'on utilise et on est de moins en moins des consommateurs. On peut le voir, par exemple, on achète de moins en moins une voiture, on va peut-être plus passer sur du leasing ou sur du service. Pareil pour le vélo, on n'achète plus trop de vélos, on est plutôt consommateur de mobilité et donc en fonction de nos modes de déplacement, on va prendre peut-être un vélo, une trottinette et du coup on va la louer le temps de notre déplacement. Pareil, par exemple, avant, on allait acheter des DVD ou des cassettes VHS. Et maintenant, on regarde sur Netflix avec un abonnement. Donc, du coup, on est de plus en plus des consommateurs finalement de services. Et les entreprises nous proposent ce type de format, que ce soit en termes de modèle économique, plutôt récurrent pour les entreprises, mais aussi beaucoup plus facile en termes d'usage pour nous, parce que on consomme le nécessaire quand, quand on en a besoin. Et donc, c'est un métier en fait de penser tous ces écosystèmes et tout ce service. Et le design a un impact à travers ces nouveaux métiers. D'accord, très bien. Et alors, la question, c'est quoi le service design, Aurélien? Alors, du coup, le service design, on est plutôt orienté sur l'expérience vécue par les utilisateurs. C'est pas forcément que du numérique et je pense qu'on va y revenir hein, sur la différence entre l'UX design et le service design. Mais c'est vrai que du coup, le service design va vraiment prendre une vision plus trop stratégique du projet ou du service que l'on veut construire, avec plusieurs composantes. C'est de réfléchir déjà à la notion viabilité, donc avec la partie économique et business du produit ou du service que l'on met en place, la partie technique, savoir si c'est faisable, réalisable, la partie désirabilité auprès des utilisateurs, comprendre aussi leur environnement socioculturel, essayer d'être aussi de plus en plus à l'écoute des sociétés qui se transforment, avec les impacts écologiques, avec l'impact environnemental. Et donc du coup, c'est d'essayer de prendre en compte toutes ces composantes-là pour pouvoir construire le produit ou le service qui va plaire et qui va bien fonctionner pour l'entreprise, mais aussi pour les utilisateurs. Donc c'est vraiment un petit peu prendre de la hauteur sur les projets que l'on conçoit pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des points de contact, que ça soit physique ou numérique. D'accord, ok. Donc, comme tu le disais, ça nécessite beaucoup de hauteur. Est-ce que tu pourrais nous citer, par exemple, un exemple dans lequel, je sais pas, le service design, par exemple, pourrait fonctionner, s'il te plaît? Oui, je pense que ce qui est bien, c'est de partir sur un exemple qui est simple et qui est compréhensible par tout le monde. C'est vrai que on a plusieurs exemples qu'on aime bien citer, nous, au sein de l'agence. Il y a celui de Vélib qui est assez facile à identifier, qui est de se dire, avant, j'achetais mon vélo dans mon magasin préféré, que ce soit Decathlon ou autre, et j'allais pouvoir faire mon vélo pour aller soit travailler, soit pour aller faire le week-end me les promener. Et en gros, là, on est plutôt des consommateurs de plus en plus, ce que je disais, de mobilité. Donc, du coup, c'est en fonction de mon besoin, je vais aller à la borne pour prendre mon vélo, pour pouvoir vivre mon expérience de mobilité. Donc ça, c'est un premier exemple. Et du coup, on se rend compte qu'on parle quand on fait la différence entre un vélo et le service Vélib, par exemple, c'est qu'il y a plusieurs points de contact sur la partie Vélib, alors que quand j'achète juste mon vélo, le seul point de contact, ça restera le vélo. Et alors que quand j'utilise un service de mobilité, je vais avoir plusieurs points de contact. Potentiellement, je vais avoir la borne pour pouvoir alors ça, c'était à l'époque, parce que maintenant, de plus en plus, les vélos sont accès directement depuis une application mobile, mais ça reste aussi un point de contact. Ensuite, j'ai le vélo, et après, derrière, il y a tout ce qui va être
où est-ce que je vais pouvoir le stationner, donc du coup les zones de stationnement. Et il va y avoir aussi toute la partie invisible du service qui va être, par exemple, les réparateurs de vélos, ou pour les mettre, ou les chargeurs de trottinettes, les gens qui vont venir charger les trottinettes, ont toute cette partie un peu invisible qui participe à l'expérience de l'utilisateur, parce que quand je retrouve mon vélo ou ma trottinette déchargée, j'ai une mauvaise expérience. Et pourtant, c'est des métiers que l'on voit pas trop. Et c'est un peu, on le retrouve aussi, ce même principe dans la restauration, où quand nous, on arrive à table en tant que consommateur, on veut vivre une expérience, voilà, de gastronomie, on va venir, on va commander à manger, on va vouloir donc passer commande, on va avoir une première interaction avec le serveur, qui lui-même va avoir une interaction avec la salle, enfin avec les cuisines, pardon. Et donc du coup, on voit que tous ces différents points de contact vont favoriser une expérience plus ou moins positive pour les utilisateurs. Et c'est comme ça que nous, on essaie de réfléchir nos projets, c'est de se dire, on va essayer de cartographier l'ensemble des acteurs qui vont interagir avec notre utilisateur, et on va venir travailler point par point pour pouvoir créer une harmonie et faire en sorte que l'utilisateur sorte du restaurant le plus heureux possible, en disant que, voilà, qu'il ait vécu une très bonne expérience et qu'il va vouloir revenir euh, dans ce même restaurant, ou revenir sur le service de mobilité qu'on a évoqué tout à l'heure. Est-ce que du coup, ça veut dire que le service design s'adresse uniquement à des utilisateurs, ou c'est beaucoup plus large, comme tu le décrivais, à l'ensemble d'un même lieu, d'une même société, d'une même entreprise? Ouais, c'est beaucoup plus large. Effectivement, on a le point de contact utilisateur qui est souvent celui qui est mis en avant, parce que c'est potentiellement le consommateur final, ou c'est le client final. Mais ça a un impact global dans l'entreprise. Par exemple, si on reprend l'exemple de la restauration, si on n'a pas bien travaillé l'expérience collaborateur, des serveurs en salle, et l'expérience des cuisines, pour pouvoir faire en sorte que les cuisiniers puissent fabriquer, enfin, produire en tout cas des plats, et que ça se passe pas bien, du coup ça va avoir un impact sur l'utilisateur au final. Donc du coup c'est vraiment un ensemble qu'il faut trouver l'équilibre le plus harmonieux possible entre tous les métiers, pour que derrière on puisse avoir une expérience utilisateur la plus incroyable possible. Donc effectivement, il y a un impact dans toute l'organisation, et on peut le retrouver un petit peu partout. On peut le retrouver aussi dans le milieu hospitalier, où le patient arrive à l'hôpital, il n'est pas bien pris en charge parce que il y a une surcharge, je sais pas, en plus en ce moment avec la crise, il peut y avoir des surcharges de lits, qu'on attend au milieu du couloir, mais au final, les médecins et les infirmiers sont surchargés, donc ils vivent également une mauvaise expérience, et ça a un impact sur toute la chaîne. Donc si on arrive à travailler l'entièreté des points de contact et l'ensemble des interlocuteurs, avec l'ensemble des interlocuteurs, pardon, c'est beaucoup plus simple, et ça sera plus agréable pour tout le monde. D'accord, mais c'est vu il y a beaucoup de différents points, que ça soit côté client, que ça soit côté entreprise, collaborateur, etc. Ça veut dire que ça va être quand même difficile à mesurer, non? De quoi qui est difficile à mesurer? L'impact qu'on va avoir après sur les... Le service design, du moins au sens large, dans une entreprise ou ou pour une gamme de produits, comment j'ai l'impression que ça doit être, vu il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Est-ce que du coup, il y a pas beaucoup de choses à mesurer aussi? Oui, effectivement, il y a pas mal de parties prenantes à identifier, je pense, en démarrage, pour qu'on puisse comprendre les métiers de tout le monde, et pour pouvoir avoir une action sur chacun de ces métiers-là. Donc, est-ce que, alors du coup, est-ce que j'ai l'impression qu'en tout cas, le service design, c'est différent de l'UX design ou pas? Je dirais pas que c'est différent, parce que l'UX design, l'objectif de l'UX design, en tout cas, c'est de pouvoir faire vivre une expérience utilisateur.
Moi, je vois pas forcément l'UX design comme juste on travaille les interfaces d'applications mobiles. C'est vraiment l'expérience assez large. Ça peut être physique comme digital. Donc, je pense qu'on est assez proche entre le service design et l'UX design. Il y a juste une notion qui va être un petit peu plus large avec la partie service, c'est que on va prendre en compte l'ensemble des parties prenantes, des points de contact, de l'ensemble du service qu'on est en train de créer. Et ensuite, on collabore avec les UX designers qui vont peut-être, eux, plutôt se focaliser sur une expérience en particulier. Par exemple, si on reprend l'idée du restaurant, on identifie effectivement qu'il y a pas mal de points de frustration avec le service, notamment au niveau de la paye, parce que bah, du coup, le client, il attend de recevoir sa note, il lève le bras pour se faire voir. Le serveur, il n'est pas là forcément pour pouvoir encaisser. Il y a souvent du temps de qui partage l'addition ou pas. Donc il y a vraiment un temps qui est long et qui est pénible un petit peu pour tout le monde, que ce soit pour le client ou pour le serveur. Et donc du coup, c'est à ce moment-là où on peut identifier qu'il y a un point de frustration et qu'il faut travailler sur cette relation client serveur. Et le designer va venir travailler effectivement un produit ou un service dédié pour pouvoir résoudre ce point de contact là. Et puis nous, on va aller analyser l'entièreté de, de, du restaurant et on va avoir des impacts comme ça un petit peu partout. Et à un moment donné, bah, on travaille avec des UX designers, avec des product designers, avec plein de champs du design pour pouvoir répondre au mieux à l'expérience collaborateur, mais aussi à l'expérience utilisateur. Donc ça veut dire quand même que le service designer a une vue plus large qu'un product ou qu'un UX designer. Alors c'est ce que tu disais. Je ne sais pas s'il doit avoir une vision plus large. En tout cas, c'est ce que nous on se rend compte, c'est que on a cette vision un peu plus de- haute parce que Macro. ouais voilà et parce qu'on a aussi un impact aussi sur la partie business. Et c'est vrai que de nos projets, et c'est vrai que l'UX designer, même s'il doit avoir une visibilité quand même sur cette partie-là, il est quand même un peu l'avocat des utilisateurs et il va être là pour pouvoir faire en sorte de vivre la meilleure expérience possible pour ses utilisateurs. Et c'est souvent nous où on revient en disant bah, attention parce que là tu as oublié la dimension business ou la dimension technique du projet. Et donc ok bah tu étais l'avocat de l'utilisateur tout le long de la mission, mais finalement à ce moment-là, bah, il va falloir qu'on trouve un compromis entre ce que je disais sur ce triptyque hein, qui est business, technique et désirabilité, de se dire bah, quelle est la graduation qu'on va faire entre ton travail et nous, la vision qu'on a complète du service qu'on est en train de mettre en place. D'accord. Donc ça veut dire que le service designer ou les service designers doivent avoir aussi comment dire, une forte implémentation dans le côté business, comme tu disais, technique et Ouais. désirabilité, quoi. D'accord. Ok. Oui, après, sur la différence entre le product designer et le service designer, c'est vrai que en général, les product designers ont quand même une vision complète, mais ils sont plutôt focus sur le produit. Et c'est vrai que du coup, ben, ils ont une vision complète sur leur produit. Par exemple, si on développe une application mobile, ce qui est le produit unique de l'entreprise, ben, effectivement, un product designer va avoir une vision complète. Et en général, il n'y a pas trop de service designer à ce moment-là, parce qu'on ne construit pas un service entier. On est vraiment focus sur le produit. Là où nous, on va intervenir en tant que service design, c'est qu'on va créer des services, donc des services qui vont être un beaucoup plus complexes à mettre en œuvre. Et donc, du coup, ben, c'est à nous de gérer la complexité. D'accord. Donc ça veut dire que pour toi, ou de façon globale, un service designer va travailler plutôt dans des grandes sociétés ou dans des grands groupes qui proposent plusieurs produits ou plusieurs contacts avec l'usager pour estimer le service design en fait. Bah, c'est ce qu'on voit nous effectivement en général, c'est que on intervient
dans des dispositifs qui sont beaucoup plus complexes et que l'utilisateur va naviguer entre plusieurs produits. En général, par exemple, nous, on intervient souvent sur tout ce qui va être les outils métiers dans les entreprises, et donc il va y avoir un impact sur les collaborateurs. Et donc, si entre les différents outils, on a un product designer, et ce qui est normal, qui a une vision très produit de son projet finalement, nous, on vient avec une vision plutôt complète sur l'expérience collaborateur, avec une multitude d'outils. Et donc, du coup, on va fluidifier la relation entre les différents outils pour que le collaborateur puisse vivre une expérience beaucoup plus saine avec les outils qu'il va utiliser au quotidien, et pour vraiment l'aider, et pas juste se concentrer sur le CRM ou l'outil de paye ou l'outil de supply chain, je sais pas. Donc du coup, c'est vraiment de se dire, nous, on va avoir une vision complète, et donc du coup, après, on va travailler avec les différents chefs de projet ou product designers qui sont, eux, focus sur leur propre outil. Et donc, effectivement, on travaille principalement avec des entreprises ou des institutions qui ont une multitude de services à proposer, et donc du coup, c'est là où nous, on vient un petit peu unifier tout ça. D'accord. Par exemple, dans ton agence, vous travaillez aussi avec des sociétés qui sont à l'étranger? On travaille avec des sociétés qui sont à l'étranger, ouais. On travaille des sociétés de transport maritime, par exemple, et ils ont un impact sur l'entièreté de, du service qu'ils sont en train de proposer, avec le transport maritime, les conteneurs, le transport terrestre, maritime, aérien. Et donc, du coup, comment on peut fluidifier? Alors, du coup, l'utilisateur, ça peut être une boîte un conteneur, mais c'est comment on peut fluidifier tout le process en fonction des différents points de contact, que ce soit du port jusque la livraison chez le client. D'accord, ok. C'est très intéressant parce que il y a une large palette d'après ce que tu dis et c'est vrai que j'imaginais pas. Moi, j'étais plus focus dans mon métier sur des applications mobiles notamment. Mais effectivement, en t'écoutant, il y a une vision beaucoup plus macro, beaucoup plus large, qui est aussi intéressante avec des apports plus humains, sociétal, customer, etc., qui sont aussi intéressantes. Bon, on va en faire des applications mobiles, mais c'est vrai que du coup, par exemple, sur l'exemple là du transporteur maritime, juste sur le transport entre un pays A à un pays B avec la cargaison à l'intérieur du conteneur, il va y avoir une dizaine d'applications mobiles différentes. Donc, on est conscient effectivement de l'entièreté du service, et puis après, on va aller de manière un petit peu comme des frappes chirurgicales. Chaque produit, on va après le travailler de manière à faire en sorte que ça participe à un grand tout. D'accord. Donc, euh, comment mettons en fait aujourd'hui le service design dans une entreprise? Eh ben, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que je le disais tout à l'heure en tout début quand je me suis présenté sur le fait que nous, on était une agence marseillaise. Et donc, on a pas mal de challenges dans les régions, parce que c'est vrai que déjà, essayer de valoriser le design, c'est pas toujours simple. L'UX design encore moins, et quand on parle de service design, alors là, il y a beaucoup de monde qui nous ouvre les grands yeux. Donc du coup, on est confronté régulièrement à ce genre à ce genre de questions. Euh, bah, Nous, en général, comment on essaie de faire, c'est peut-être plus un partage d'expérience, mais c'est vraiment de sensibiliser nos métiers en interne, et d'essayer de faire diffuser nos méthodes et notre culture du design. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, la culture design dans une entreprise, elle est assez faible. En général, on a un service design, on a des designers un petit peu qui gravitent autour du service design, en tout cas dans les clients avec lesquels on travaille, qui sont pas très structurés, et qui tendent à se structurer. Et donc du coup, souvent, comme on a une vision business et globale des produits que l'on fait, on est souvent sollicité pour pouvoir créer les cellules innovation ou les cellules design de nos clients. Et donc du coup, quand on crée ces cellules design, on essaye de mettre en avant
des learning ou autres sujets pour pouvoir diffuser la culture et la méthode design au sein de l'entreprise. Donc ça va vraiment commencer, on va dire, en douceur, qui est de se dire, bah, qu'est-ce que c'est le design thinking, qu'est-ce que c'est le UX design, qu'est-ce que c'est le design de service, à quoi ça peut m'aider au quotidien en tant que collaborateur sur mon projet. Et après, une fois qu'on est dans cette sensibilisation-là, on essaye de montrer par l'exemple, et c'est de se dire, bah, on va choisir un projet ensemble, souvent avec les COMEX d'ailleurs qui sont impliqués parce que bah, si on les implique pas dès le début, ça peut vite être un coup d'épée dans l'eau. Et donc une fois qu'on les a impliqués, on va vraiment essayer de trouver le projet qui va avoir du sens en termes d'apport pour l'entreprise, en termes d'apport de valeur surtout. Et on va essayer de mettre en place différentes méthodologies que beaucoup connaissent, hein, le design sprint ou autres, pour pouvoir accélérer les phases de conception et de prouver par l'exemple que nos méthodes et notre manière de penser va avoir un vrai impact pour leur projet. Et donc on se retrouve souvent avec des solutions qui sont très très rapidement déployables, très petites aussi, mais pour un maximum d'effets. Et en fait, ils se rendent compte très rapidement quand c'est bien fait et qu'on n'a pas eu de bâton dans les roues, que ça marche. Et donc en général, ils en redemandent. Est-ce que d'ailleurs les entreprises sont conscientes de ce que c'est ou de ce que ça veut dire le service design? Parce que tout à l'heure tu disais, ils faisaient des grands yeux, ils posaient des questions. Donc est-ce qu'elles sont vraiment conscientes que les entreprises que ça existe? Non, je pense. Enfin, autour de nous, en région, pas trop. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont conscientes hein, que ça existe et qui sont en avance sur cette question. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est on va dire, le service design en général, on part du principe que c'est un peu un pilotage de projet, et donc souvent, c'est pas forcément le designer qui est légitime pour pouvoir être sur cette, euh, sur ce dispositif-là. Et donc souvent, on nous attend pas là-dessus. Et donc du coup, il faut prouver qu'on est capable de pouvoir les accompagner et qu'on est aussi capable de proposer de nouvelles méthodologies avec notamment tout ce qui va être atelier, empathie et toutes les méthodologies du design pour montrer que ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'en général, on nous commande une mission très orientée UX design parce que aujourd'hui c'est un mot un peu à la mode et dans les entreprises. Ça, je pense que tout le monde a un peu compris l'enjeu d'avoir une interface un peu plus ergonomique, beaucoup plus fluide pour les utilisateurs, que ce soit sur des outils métiers avec les collaborateurs, mais aussi pour les clients et les utilisateurs. Donc souvent, on nous commande par cette petite porte d'entrée et qu'on est capable de faire avec les designers de l'agence. Et après, une fois qu'on creuse, une fois que l'on pose les bonnes questions et qu'on se rend compte que finalement, bah, c'était peut-être pas une interface comme solution qu'il fallait apporter, mais c'était peut-être plus un réaménagement d'espace, je sais pas. Et ben du coup, ils se rendent compte finalement de la pertinence de notre rapport, et donc du coup, souvent, on monte un petit peu plus les échelons pour pouvoir proposer du service design. Mais c'est vraiment un travail de longue haleine. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est long à mettre en place alors au sein d'une société? J'imagine que oui, parce que si elles sont déjà pas conscientes certaines fois, et je pense que ça va être plutôt long à mettre en place, non? Ouais, c'est pour les grands groupes, c'est assez long à mettre en place. Souvent, en plus, c'est des entreprises qui sont pilotées par l'innovation, par la technique, par les brevets, les ingénieurs. Et c'est très bien parce qu'ils avancent comme ça et ils ont une culture d'entreprise qui est déjà bien installée sur ces sujets d'innovation. Mais l'innovation par le design, nous, en tout cas, on l'a rarement vu. Et on est plutôt, c'est beaucoup, et du coup c'est plus long à mettre en place, en tout cas à diffuser, même si il y a des volontés de plus en plus à aller vers ces sujets-là.
parce que ça semble intéressant. Mais c'est quand même assez long dans les grandes boîtes. Par contre, sur tout ce qui est start-up, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple à mettre en place et en avant, parce qu'ils ont un premier produit ou un premier service et que ils imaginent la suite, mais ils l'ont pas encore mis en place. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple d'arriver à ce moment-là pour nous et à leur faire prendre conscience qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin grâce à nos méthodologies. Et souvent, on le voit, hein, ils mettent très rapidement en place des pratiques autour d'ateliers comme on le fait nous en agence. Et donc, du coup, ils sont beaucoup plus pertinents sur les produits qu'ils mettent en place après. D'accord. Tu veux dire que une entreprise, par exemple, qui a installé un lab d'innovation, qui a déjà plusieurs années d'expérience dans le design, c'est plus difficile qu'une start-up qui démarre avec un seul produit, c'est ça? Nous, c'est l'expérience effectivement qu'on a eue parce que, alors après, je parle toujours avec notre vision très locale et très régionale de nos clients. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué euh, dans ce sens-là. Après, la diffusion, une fois qu'il y a une prise de décision qui est faite dans les grands groupes de dire l'innovation maintenant ça passe par le design, une fois que c'est lancé et donc du coup il y a un vrai changement de culture à faire, mais ils ont en général les moyens pour pouvoir le faire, donc c'est beaucoup plus simple après à mettre en œuvre. Mais c'est le temps qu'ils se rendent compte de la pertinence et de la valeur ajoutée finalement du design qui est longue. Une fois qu'ils ont compris et qu'ils ont vu que ça pouvait fonctionner, là, s'ils sont convaincus, ils ont plus de moyens pour pouvoir l'activer en interne qu'une petite structure. Après, une petite structure, si on arrive déjà à leur faire prendre conscience de la philosophie design au sein de l'entreprise et qu'ils en sont convaincus, une fois que c'est diffusé en interne et que en général avec les fondateurs qu'on travaille, c'est beaucoup plus simple. Ils construisent l'entreprise sur cette philosophie-là. Ouais. Et après, il y a effectivement dans une société qui est un peu plus grande ou plus grande qu'une start-up, il y a plus de gens aussi à convaincre et à faire bouger que dans une start-up où il y a moins de monde et les décisions se prennent aussi certainement plus vite. Après, on est dans une dimension plutôt design politique. Quand on est dans des grands groupes, effectivement, pour pouvoir embarquer tout le monde. Tout à fait. Et tout à l'heure, est-ce que toi tu penses que aujourd'hui le service design va devenir un fondamental pour une entreprise qui propose un service ou un produit? J'espère bien. Je pense qu'on a des marques et des entreprises qui utilisent nos méthodes de conception et qui ont fait leurs preuves, hein. On parle en général de grands groupes comme Netflix, Amazon, Google, Apple, où eux, ils ont beaucoup de produits, beaucoup de services auprès de leurs utilisateurs, que ce soit des utilisateurs en plus B2C ou B2B. Et on voit que tout est fluide et c'est assez simple à prendre en main. Et je pense que l'enjeu, et c'est un peu aussi notre vision au sein de l'agence Atrium, c'est de se dire comment donner un petit peu les cartes aux entreprises françaises pour qu'ils puissent avoir un petit peu le même impact. Et je pense que le service design peut apporter cet impact-là, en tout cas pour pouvoir fluidifier l'ensemble des services et des produits que l'on crée. Souvent, on crée des produits et à juste titre pour le côté un peu innovation, nouveauté, très drivé finalement par le marketing pour pouvoir créer des nouvelles sources de revenus. Et on se rend compte que des fois, il n'y a pas trop de lien entre les différents produits, ou du coup, c'est assez difficile de naviguer d'un service à un autre. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où les utilisateurs sont de plus en plus critiques et sont de plus en plus à la demande de simplicité. Et le service design se veut en tout cas d'apporter cette simplicité dans des environnements qui deviennent de plus en plus complexes. C'est vrai que tu parles d'entreprise, mais je pense qu'il faut aussi le voir à titre sociétal, dans le sens où nos institutions devraient aussi mettre en place le service design. Ils commencent à prendre en compte le design
quand on en a parlé un petit peu sur tout ce qui est commando UX au sein du gouvernement. Mais je pense que les institutions aussi, pour pouvoir fluidifier, je sais pas, les transports en commun dans une ville, c'est intéressant de faire appel à du service design. Absolument, tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais d'Apple, Google, Amazon, Netflix, etc. Et, tu disais que c'était surtout que c'était aussi des bonnes références, qui sont d'ailleurs des bonnes références dans pas mal de domaines du Dans beaucoup de sujets. Est-ce qu'on peut dire que le service design qui a une vision plus macro, du coup, s'établit sur une vision sur du long terme? Oui, parce que tout à l'heure, on parlait effectivement du triptyque business, désirabilité et technique, et maintenant de plus en plus l'impact environnemental et sociétal des produits ou services que l'on crée. Il y a un enjeu effectivement de faire en sorte que de plus en plus nos services ou nos produits que l'on conçoit doivent être pérennes dans le temps et doivent pouvoir s'adapter aux évolutions dans le futur. Et je pense que c'est toujours bien d'avoir une vision. Alors, je dis pas forcément d'avoir une vision en 2050 avec les voitures qui volent ou je sais pas quoi comme autre comme autre idée qui peut sortir de l'imaginaire. Là, on pourra parler du design fiction à la limite, mais c'est un autre un autre sujet. Mais je pense effectivement déjà d'avoir une vision sur 5 ans, ça permet aussi d'anticiper et d'être à l'écoute des utilisateurs et avec lesquels on va travailler, toutes les parties prenantes avec lesquelles on va travailler, parce que si on reste dans cette écoute, on voit les tendances socioculturelles qui évoluent, et donc on peut proposer naturellement des nouveaux produits, des nouveaux services qui vont s'adapter aux usages des sociétés. Et je pense que si on reste trop focus sur le lancement de notre feature à 6 mois, on risque de perdre de vue finalement les transformations de la société et on risque de rater à côté de certaines choses, ou en tout cas de louper quelques opportunités. J'aime bien, pareil, l'idée de la restauration parce que pendant très très longtemps, il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de proposer euh, du, de faire du paiement ou de faire de la visualisation de cartes pour les menus avec des QR codes. Et en fait, ça n'a jamais fonctionné jusqu'au jour où le QR code arrive un peu de manière obligatoire avec les crises sanitaires. Et donc là, naturellement, les gens s'en sont emparés. Et bon, pour ceux qui étaient un petit peu, euh, pas à la traîne, mais je veux dire qu'il n'y avait pas trop de vision sur les évolutions radicales de ce genre d'éléments, ils ont raté le coche. Par contre, pour ceux qui étaient prêts, qui avaient identifié que ça allait pouvoir être une techno d'avenir, le QR code, ils étaient précurseurs il y a quelques années, mais maintenant ils sont vraiment au cœur de cette transformation, qui a été brutale, certes, mais qui a été une opportunité pour certaines entreprises. D'après toi, est-ce que n'importe quelle entreprise peut intégrer le service design? Alors tout à l'heure, tu disais que il y avait des entreprises qu'il fallait peut-être avoir. Tu parlais des startups, mais aussi des grands groupes. Est-ce que, par exemple, une PME ou une PMI ou d'autres ce type d'entreprise ou d'autres entreprises peut intégrer le service design, s'il te plaît? Je pense que si on a plusieurs produits qui adressent le même utilisateur, le service design va avoir un impact assez, euh, assez fort sur les entreprises, n'importe quel type d'entreprise. On travaille beaucoup avec des PME, PMI, parce que c'est notre territoire régional qui veut ça. Et on se rend compte qu'on apporte vraiment de la valeur sur des éléments qu'ils n'avaient pas forcément identifiés. Et donc, je pense que on peut vraiment intégrer le service design à n'importe quelle taille d'entreprise, parce que on est sur une culture du design qui est pas très complexe dans le sens où il faut qu'on aille à l'écoute
de nos clients et de nos parties prenantes. Bon, ça c'est un peu la base de tout designer. Et je pense que déjà rien que sur cette première base d'être à l'écoute et dans l'empathie, chaque entreprise peut aujourd'hui le faire. Et nous, ce qu'on veut surtout faire avec l'agence, c'est de venir en renfort sur des entreprises qui n'ont pas forcément aujourd'hui les compétences du service design et qui veulent apprendre. Et donc, du coup, on vient en tant que soutien et support pour les aider à grandir autour des sujets du design et de les rendre petit à petit autonomes. Souvent, on a des entreprises qui font du commerce, on va dire assez traditionnel, avec une supply chain, avec des camions, avec un entrepôt, et c'est pas forcément fluide en termes de relations entre les différents collaborateurs, et du coup, c'est pas fluide non plus avec les clients. Il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes de beaucoup de problèmes en fait, et pas forcément identifiés tout de suite. Et en fait, le fait d'arriver, de montrer un petit peu les problématiques et de montrer aussi qu'il y a des solutions, bah, c'est rassurant, et c'est de se dire que c'est des solutions qui sont pas forcément toujours digitales. Et c'est vraiment ça c'est sur ce sujet-là qu'on insiste, c'est de se dire il n'y a pas que le digital qui va aider à fluidifier les process dans une entreprise. Et donc, quand on montre que, bah voilà, avec le digital, on peut faire des trucs super cool, mais avec des éléments beaucoup plus simples, ça peut fonctionner aussi. Bah, les entreprises à taille plus modeste, on va dire, peuvent s'emparer des méthodes de design. D'accord. Mais du coup, est-ce que quand tu dis que, par exemple, dans ce type d'entreprise de transport, tu prenais l'exemple, qu'il peut y avoir, par exemple, parmi les transporteurs ou parmi les camionneurs, je sais pas comment on peut les appeler, bref, il peut y avoir des tensions, par exemple, ou des choses comme ça. Est-ce que ça veut dire que, du coup, par exemple, avec ton agence, vous faites appel par exemple à des gens très spécialisés, par exemple des psychologues ou des choses comme ça, pour essayer de comprendre le comportement ou les réactions de chacun et de pouvoir ensuite les interpréter et après et ensuite de les intégrer après dans un service design. Ça arrive effectivement d'avoir des sociologues ou des psychologues qui interviennent sur certaines de nos missions en renfort. Nous, au sein de l'agence, on a aussi des personnes qui sont ingénieurs cogniticiens, donc du coup qui réfléchissent effectivement à comment fonctionne le cerveau humain. Donc que ça soit sur la partie digitale, mais pas que, encore une fois, pour comprendre comment fonctionnent divers métiers et voir comment nous on peut apporter une solution. Donc effectivement, il n'y a pas que les designers qui apportent des solutions, il y a aussi des ingénieurs, des sociologues, voilà, tous les champs des métiers en fait sont se réunissent autour de nous pour pouvoir répondre à la meilleure solution possible, enfin apporter la meilleure solution possible aux problématiques qu'on a rencontrées. On a des architectes aussi, il y a pas mal de métiers qui gravitent autour de nous. Et en fait, nous, on se veut pas intégrer tous ces métiers au sein de l'agence, parce que bah, ça veut dire que chaque solution que l'on veut apporter doit répondre à une compétence qu'on a en interne. Et donc du coup, on s'interdit un petit peu ça. On a fait un peu c'est un peu le démarrage de l'agence, si tu veux. Au tout début, on avait des ingénieurs aussi pour faire le dev au sein de l'agence, et on s'est rendu compte que nos produits étaient on dérivait finalement sur des produits techniques pour pouvoir taffer nos équipes. Et donc du coup, ça crée pas forcément des solutions idéales pour les utilisateurs, ça crée des solutions idéales pour le staffing de l'équipe. Et donc du coup, on était un peu à contresens de ce que l'on voulait véhiculer comme message. Et donc du coup, on s'est vraiment concentré sur avoir les bons experts autour de nous, mais pas forcément en interne. Par contre, en interne, on a les bons experts pour pouvoir animer tout ce qui va être atelier
d'idéation, identifier les problèmes, comprendre l'entente des parties prenantes et des utilisateurs, et puis après proposer les solutions. Et quand on propose les solutions, là, on s'appuie sur un réseau de partenaires. Très bien. Oui, c'est une vision élargie de l'agence et je trouve que c'est intéressant. Euh, est-ce que aujourd'hui, ça va intéresser un peu plus nos amis designers, est-ce qu'aujourd'hui, il existe des formations très spécifiques en service design? Et si oui, est-ce que tu peux en citer ou quelles sont-elles, s'il te plaît? Alors, dans le service plutôt éducatif, du coup, je vous disais un peu au démarrage, c'est que moi j'ai fait une formation master en design, innovation et société, où du coup on était très très orienté service design, avec une approche sociétale aussi du design. Donc comment on peut identifier l'entièreté des parties prenantes et comment on peut après répondre à des problématiques sociétale. Donc du coup, c'est assez intéressant comme type de formation. Et ça, c'est dans le public. L'université de Nîmes, une école que je recommande vu que j'y suis passé. C'est l'université de Nîmes et c'est le master 10, Design, Innovation et Société. Et donc ça, c'est un master effectivement qui est assez intéressant. Après, il y a pas mal de plus en plus d'écoles privées qui se lancent sur la partie UX design à connotation avec un renforcement un peu sur le service. Nous, on enseigne à l'ECV Digital, donc il y a donc très orienté UX, mais on essaye d'apporter une vision autour du service design en région. Et je sais que l'école de Cage aussi, ils ont une formation en design, mais dédiée à l'innovation par le design, et donc du coup très structurée sur le service design. Après, il y a pas mal d'écoles privées ou de MOOC ou de formations en ligne avec beaucoup d'agences qui proposent leur propre cursus de formation. Et donc là, après, c'est plutôt pour de la reconversion, pour du renforcement sur certains sujets. D'accord. Est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir service designer? Et je pense que les designers qui aujourd'hui se posent cette question, je dirais oui, parce que aujourd'hui, on n'est pas non plus sur des méthodologies qui diffèrent trop de facilitateurs ou du UX designer ou de coach en design. Enfin, on est quand même sur à peu près la même typologie de métier, en tout cas sur l'approche du design et sur les outils qu'on utilise. Je pense que ce qui va faire un peu la différence, c'est sur les outils justement. Et donc, c'est d'utiliser d'autres outils qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'utiliser quand on est UX designer et qu'on se concentre peut-être plus trop sur, ou justement on se concentre sur le produit et qu'on n'a pas une vision haute, c'est de se dire comment je peux vendre à mes clients ou, des ateliers plutôt de vision, des ateliers plutôt de partie prenante pour pouvoir avoir une vision un petit peu plus globale du projet qu'on est en train de mener. Donc je pense qu'aujourd'hui, les designers peuvent aller, et j'incite même à faire en sorte que les designers aillent vers ce sujet-là, parce que du coup, ça renforce la capacité des designers à se dire qu'on a une place stratégique dans les projets. On n'est pas forcément là juste pour pouvoir produire des interfaces comme on peut le voir beaucoup. On est là aussi pour pouvoir apporter notre savoir, notre culture design pour pouvoir construire et faire grandir les projets par nos méthodologies. Aurélien, nous arrivons à la conclusion de cette interview. Et est-ce que tu pourrais nous dire, qu'est-ce que tu retires toi aujourd'hui de cette expérience? Ça fait un peu plus de 6 ans que tu as monté ton agence, que ça fait un peu plus longtemps que tu travailles dans le service design. Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui, s'il te plaît? Euh, c'est vrai que du coup, en plus, moi, j'ai fait un peu un parcours où je me suis lancé finalement très rapidement dans l'accompagnement de nos clients, puisque comme je le disais tout à l'heure, j'ai sorti mes études, j'ai monté l'agence quasiment en parallèle. Et du coup, j'ai grandi surtout avec mes clients et avec les différentes parties prenantes des clients qu'on a rencontrés. Et on a pu tester beaucoup de choses, avec certaines choses qui ont bien fonctionné et d'autres moins.
Ce que je me rends compte surtout, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas en région, je le redis parce que c'est vrai que c'est un cas un peu particulier. L'implantation de l'agence Atrium, elle est vraiment très régionale. On a quand même encore besoin de sensibiliser euh, nos clients ou les gens avec qui on travaille en termes de partenariat sur la valeur ajoutée du design et sur les méthodologies qu'on pratique. Donc c'est vrai on a encore on arrive, on a il y a des petites batailles qu'on arrive à gagner. C'est vrai il y a 6 ans, l'UX design, c'était complètement inconnu en région sud. On était déjà en train d'essayer de faire comprendre qu'on pouvait aider les product designers et les ingénieurs à développer leurs interfaces. J'ai l'impression qu'on est un petit peu, on a réussi cette partie-là. Mais maintenant, c'est comment on arrive à faire en sorte que les designers soient aussi intégrés dans les projets stratégiques au sein des entreprises pour pouvoir rechallenger l'entreprise pour celle de demain. D'accord, ok, c'est intéressant. Ouais. Euh, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, quelles erreurs as-tu faites? J'en ai fait beaucoup. On en a parlé un peu tout à l'heure sur le fait que on avait du design et du dev au sein de l'agence au début. Donc ça, c'était une première un peu erreur, parce qu'on s'en est rendu compte petit à petit où aujourd'hui où les clients venaient nous chercher surtout pour la partie développement et pas trop sur la partie design. On a des fois des clients qui nous disaient non, non, mais j'achète pas vos maquettes, je veux acheter du vrai code. Et donc du coup, en tant qu'agence de design, c'était un peu compliqué à valoriser nos méthodologies. Donc du coup, on a arrêté le développement et on s'associe avec des partenaires locaux pour pouvoir faire cette partie-là. Après, des fois, on a un peu aussi cette sensation en tant que designer de vouloir être toujours très puriste dans la méthodologie et d'essayer de faire grandir nos clients sur nos méthodes, sur notre culture design, parce que ça nous rassure et parce que aussi en tant que jeune designer, on se rattache souvent à ça, alors qu'en fait, là, on montre très rarement la valeur ajoutée que l'on peut apporter. Donc ça, c'est vrai qu'en tant que designer, petit à petit, je me rends compte qu'il faut vraiment mettre en avant qu'est-ce qu'apporte le design à nos clients et pas juste regarder la meilleure méthodologie du monde qui nous fait plaisir, nous, en tant que designer. Et donc du coup, il faut réussir à trouver le juste milieu. Et puis après, aussi des erreurs plutôt en tant qu'entrepreneur. C'est vrai que étant designer de formation, du coup, je faisais un peu le ping-pong entre la partie commerciale, trouver les clients, puis après, je me replongeais dans la production. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas forcément pris conscience de la part un peu managériale et de faire grandir les équipes en interne pour pouvoir les accompagner, justement, à mieux accompagner nos clients. Et donc, du coup, ça, j'ai appris un peu sur le tas et je pense que l'entrepreneuriat est une très bonne école. Certainement. Et donc le pendant de la question, c'est quelle réussite es-tu fier? Je vais faire un peu la même typologie de réponse avec un peu la vision du designer où moi en tant que designer les réussites c'était de- d'avoir des clients qui n'étaient pas du tout très à l'aise avec les ateliers, tout ce qui était animation de design sprint, qui n'avaient jamais fait et qui se posaient la question de à quoi ça peut servir et que c'est trouvé toujours ça trop cher. Mais ils y allaient quand même parce que, alors, c'était une bonne question du pourquoi ils y allaient quand même des fois. Mais ils nous faisaient confiance. Et en fait, à la fin de la semaine du design sprint, ils étaient plus que ravis. Et en fait, tout le monde avait pris un plaisir fou pendant cette semaine-là. Et ils avaient pris conscience que c'était un vrai métier, entre guillemets. Et qu'ils en avaient besoin, en fait, en interne. Et en fait, la réussite, c'était quand, en tout cas, la fierté, c'était quand on arrivait à débloquer des situations qui étaient très bloquantes chez eux par une semaine d'atelier et qu'on pouvait avancer et ça et après qu'ils puissent nous recommander dès qu'ils avaient des sujets un peu chauds comme ça où ils avaient compris que le design pouvait les aider quand ils étaient un petit peu coincés. Donc ça c'était vraiment des moments assez forts en tant que designer bah, d'avoir réussi à embarquer les clients dans nos méthodologies.
Et puis en tant qu'entrepreneur, c'est de faire grandir les équipes. Donc petit à petit autour du design, et autour de la région aussi, d'avoir réussi à avoir une visibilité, enfin d'avoir mis en avant, pardon, le design par les ressources euh, qui travaillent au quotidien avec nous. D'accord. Vous avez un impact, votre agence a un impact au niveau de la région? Vous êtes reconnu ou vous intervenez avec la région? On essaye effectivement, on travaille avec la métropole, la région, la ville, pour pouvoir essayer de sensibiliser le design auprès des entreprises, mais pas que. On a il y a plein d'événements. On anime la France Design Week chaque année depuis 2 ans. On anime des pastis design pour rester dans la thématique locale. Donc, donc du coup, on essaye effectivement d'accrocher les foules, de les intéresser à venir rencontrer des designers. D'accord, le pastis design. Alors ça consiste en quoi le pastis design alors? Ah bah, comme son nom l'indique, il y a du pastis et des designers. Et, et en fait, c'est des séries de conférences en fait de 15 minutes sur sur des thématiques très très riches. Et en fait, l'enjeu, c'était surtout de parler du design et de montrer la richesse de tous les champs et de tous les métiers du design qui peut exister aujourd'hui, que ce soit des graphic designers, que ce soit du service designer, que ce soit des architectes, du product designer. Aujourd'hui, il y a une multitude de métiers autour du design. C'est très flou pour beaucoup de monde. Et en fait, l'enjeu des pastilles design, c'est de venir sur un format un peu apéro et un peu cool, rencontrer un métier. Et donc, ça peut intéresser les jeunes designers qui se posent des questions pendant leur cursus scolaire de finalement, c'est quoi mon métier demain, mais aussi les clients et aussi les parents de ces étudiants qui se posent aussi la question de pourquoi tu as fait du design, mon fils ou ma fille. Et donc, du coup, on essaye voilà, de mettre ça en avant depuis maintenant 2 ans. D'accord, ok. Et ça fonctionne bien? Ouais, ça fonctionne plutôt bien. On a un format webinaire quand il y a eu la période de crise sanitaire. Et après, on essaie de restituer toutes nos conférences sur notre chaîne YouTube. Bon, du coup, ça permet de garder une trace. Et pour ceux qui veulent voir la suite, parce qu'ils ont raté l'événement, ils peuvent le regarder sur YouTube. D'accord, ok. C'est marrant. Ouais. Et donc les trois dernières questions du fil rouge. Donc pour terminer, qu'est-ce qui te différencie toi d'un autre designer, s'il te plaît? Alors, c'est une question pas facile parce que bon, je cherche pas forcément à me différencier par rapport aux autres designers. Comme je disais, hein, moi je me lève avec cette conviction d'essayer de valoriser les cultures design dans le territoire dans lequel je suis aujourd'hui. Peut-être c'est ça qui aujourd'hui fait un peu la différence en tout cas en région, c'est que je suis vraiment euh, sensibilisé à cette cause, entre guillemets, j'essaie de mettre en place des dispositifs pour faire en sorte que le design soit mis en avant à sa juste valeur, que ça soit avec l'agence, auprès de nos clients, que ça soit avec les événements comme Pasty Design, que ce soit avec des associations aussi. Je suis un représentant de l'association Marseille Design Méditerranée, où du coup on essaie de valoriser le design en Méditerranée, que ce soit sur Marseille, mais aussi tout le pourtour méditerranéen. Et donc, voilà, du coup, on va dire ce qui peut me différencier, effectivement, c'est toute cette animation de valorisation du design euh, au quotidien. D'accord, ok. Et comment vois-tu ton métier dans une dizaine d'années, s'il te plaît? Alors, le métier du service design, moi je pense qu'il faut qu'il soit intégré au cœur des entreprises. Je pense pas que aujourd'hui ça doit être juste en pointillé. Quand on a besoin d'un designer, on fait appel à lui. Je pense vraiment que le design doit être au cœur de l'entreprise, que ce soit auprès de la direction, les codires, la stratégie de produit, de service que l'on veut créer, surtout avec en plus les
j'allais dire les problématiques, mais c'est pas vraiment des problématiques, mais sur les années à venir avec les enjeux qu'on a, que ce soit sur l'écologie, sur les transformations des sociétés. Je pense que le design a une vraie valeur à apporter, en tout cas à toute sa place pour pouvoir aider les entreprises à grandir de manière beaucoup plus pérenne, avec beaucoup plus de sens. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le design qui peut apporter ça. Et donc, du coup, dans 10 ans, le designer doit être au cœur de l'entreprise. D'accord, c'est beau. En tout cas, j'aimerais bien. Dernière question, quel épisode de Design Plus as-tu le plus aimé et pourquoi, s'il te plaît? Bah, du coup, c'était un peu difficile cette question parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'épisodes que j'ai appréciés. Je pense que je me suis un peu plus intéressé à l'épisode avec Jérémy Cohen sur le sujet de, de l'entreprise au sein, non, du design au sein de l'entreprise. Intégrer le design, voilà, dans l'entreprise. Ouais. Ça m'a fait penser justement euh, où est-ce que je vois le métier du design dans 10 ans. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui me porte pas mal. Nous, avec l'agence, comme je disais, hein, c'est qu'on veut accompagner nos clients à être autonomes sur leur pratique de design. Donc au début, on les accompagne en tant que prestation de service, mais petit à petit, on les forme et on les fait grandir. Et donc je pense que c'est un sujet qui m'a bien plu, ouais, sur les épisodes. D'accord, merci. Et enfin, donc, je vais te laisser la conclusion. Donc, si tu avais un seul conseil à donner à nos auditeurs et auditrices, quel serait ce conseil, s'il te plaît? Un seul conseil, ça c'est vache. Ou deux conseils, si tu veux. Deux, allez deux, je prends deux. Bah, le premier conseil, je pense que il faut pas voir le design comme des méthodologies ou des outils seulement. On parle effectivement de UX designer, de service designer, de design thinking, d'animation d'atelier. Je pense que ce qui nous rapproche tous, c'est la philosophie, l'état d'esprit en fait du design. Je pense qu'il faut pas le voir non plus que au sein de l'entreprise ou au sein d'une organisation. Quelconque. Je pense que aujourd'hui le design c'est vraiment un état d'esprit et ça peut même être véhiculé au sein de sa famille, au sein de son couple, au sein de beaucoup de choses, de ses amis et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas juste relayer, on va dire, à une méthode ou à un outil. Parce que c'est ça qui va faire la différence et c'est comme ça, c'est grâce à cet état d'esprit-là qu'on va réussir à construire une meilleure hab- habitabilité, c'est un mot pas simple, du monde de demain. C'est un mot que j'emprunte à Alain Findeli, qui était un de nos enseignants-chercheurs justement à Nîmes et qui était qui a ouvert la voie sur pas mal de choses autour du design de service. Et le deuxième, on va dire, conseil que je peux donner, c'est le réseau. Je pense qu'aujourd'hui, un designer seul, bah, c'est très compliqué de pouvoir avancer dans une organisation, dans un projet, mais de s'entourer de d'autres praticiens, de s'entourer d'autres techniques, d'autres métiers, de créer vraiment un écosystème autour de soi. C'est ce qui va faire qu'on va devenir beaucoup plus riche et qu'on va proposer de- des, des solutions beaucoup plus innovantes que de rester, on va dire, un petit peu seul dans son coin. Le designer, je pense, a vocation à être un homme ou une femme de réseau. Tout à fait. Je pense que puis le simple fait de travailler ensemble avec d'autres, déjà c'est apprendre, c'est aussi donner. Et puis voilà, je pense que l'échange entre les designers c'est absolument essentiel, que ça fait partie de sa vie. En tout cas pour moi, je. Tu prêches un convaincu et c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir participer à ce podcast. Voilà, bah merci beaucoup Aurélien, c'était vraiment très sympa d'être intervenu sur Design Plus. Ça m'a fait plaisir, parce que c'est vrai que comme je te l'avais dit dès le début de nos échanges, c'est un sujet qui m'intéresse parce que je ne connaissais pas vraiment ce que c'était que le service design. J'avais lu quelques articles, mais qui n'étaient pas suffisants. Et là, tu m'as ouvert les yeux. Donc, j'espère que ça aura été la même chose pour nos auditrices et auditeurs,
que t'aura permis de faire mieux comprendre ce que c'est que le service design. Donc, merci encore d'être intervenu. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. Et de toute manière, comme je le dis beaucoup, je reste assez disponible sur le réseau, quand on parle de réseau, pour pouvoir justement, s'il y a des questions, ou échanger un peu plus largement sur le sujet. Je suis tout ouvert à la discussion. Voilà, de toute façon, je mettrai dans la description de l'épisode, je mettrai le LinkedIn d'Aurélien, et comme ça vous pourrez continuer d'échanger avec lui. En tout cas, merci encore Aurélien. Je vous dis donc à bientôt à toutes et à tous pour un autre épisode de Design Plus. Merci, au revoir. Merci tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. À bientôt!